café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et chers auditeurs, vous commencez à le comprendre désormais. Avant l'addition, nous commençons avec une petite chronique 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Piano, ancien porte-parole de Génération Identitaire, créateur de contenu historique sur Instagram à travers la page Memoria Europae, qui traite l'histoire européenne de l'Antiquité à nos jours en format court. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, merci pour cette invitation. Avis à tous les cinéphiles, il y a quelques semaines, nous apprenions que Christopher Nolan, le génial réalisateur de la trilogie Batman, d'Inception, d'Interstellar ou encore du Prestige, allait s'atteler à un travail de grande envergure, réaliser une adaptation de l'Odyssée. Annoncé pour 2026 seulement, cela nous laisse le temps de nous replonger dans ce grand chef-d'œuvre des origines, ce trésor de la civilisation européenne, et ce, dès ce matin. Qu'est-ce que l'Iliade et qu'est-ce que l'Odyssée ? Ce sont les deux premières œuvres de la littérature européenne, chantées par le poète Homère, en moins 700 de notre ère. Le premier est une épopée qui mène des éléments historiques, comme la possible expédition grecque contre les Troyens, il y a 3000 ans, et surtout mythique. C'est le récit fondateur de la civilisation grecque, comme l'Énéide est le récit fondateur de Rome, le cycle arthurien de la Bretagne ou la chanson de Roland du royaume de France. À la différence que l'Iliade est la source, la matière première qui donnera l'inspiration à toutes les autres. C'est donc un récit de guerre, aussi terrible que majestueux, qui met en scène des archétypes puissants, qui résonnent encore aujourd'hui. Bien qu'il soit plus contrasté et plus profond que ce que nous aurons le temps d'aborder, on pense bien sûr à l'intelligence d'Ulysse, la colère d'Achille, la sagesse de Nestor, la force d'Ajax, le pouvoir d'Agamemnon, la lâcheté de Paris, rattrapée par le dévouement d'Hector. L'Iliade disait à nos ancêtres comment être dans la guerre. En substance, sois grand afin que les générations futures te louent. Mais elle laisse en suspens une question à laquelle l'Odyssée va répondre. Quelle est la valeur cardinale, celle qui domine toutes les autres ? Quel est, parmi les hommes que j'ai cités, celui qui est le plus exemplaire ? Et en dehors de la guerre, qui est une période de chaos, de disharmonie, mais qui n'est pas la norme, quel est le sens de la vie ? Et surtout, pourquoi la réponse qu'Homère nous donne résonne encore aujourd'hui ? Si l'Iliade racontait l'histoire d'Ilios, que l'on traduit par Troie, l'Odyssée raconte l'histoire d'Odysseus, qu'on traduit par Ulysse. Elle raconte son pénible retour à Ithaque, son royaume, pour être enfin auprès de sa femme, Pénélope, de son fils Télémaque, après 20 ans d'absence. C'est dans l'Odyssée que l'on apprend que la guerre a été remportée grâce à Ulysse, sa fameuse ruse du cheval de Troie. Son intelligence et sa supériorité sont louées dès la scène d'ouverture, cette scène majestueuse, dans laquelle sur l'Olympe, la déesse Athéna se fait l'avocate d'Ulysse, qu'elle admire, et dans laquelle Zeus lui-même, le plus puissant des dieux, dit d'Ulysse qu'il dépasse tous les hommes par l'intelligence. Nous avons donc quelqu'un de valeureux, d'exceptionnel, de grand, mais qui va beaucoup souffrir, parfois par la faute de ses compagnons, parfois par ses propres actions. Quelqu'un de très humain donc, auquel on peut s'identifier. On dit de lui qu'il est le plus malheureux de tous les hommes, car si la guerre de Troie a duré 10 ans, Ulysse va en mettre 10 de plus pour rentrer. À la tête d'une armada de centaines d'hommes, il rentrera seul, après avoir perdu tous ses compagnons au fil d'épreuves surnaturelles, dans lesquels ses défauts lui causeront bien du tort. Mais aussi dans lesquels son courage, sa persévérance, son intelligence lui permettront de sortir de situations inextricables. Pour n'en citer que quelques-unes, il affronte le terrible cyclope Polyphème, se met à dos le père du monstre qui n'est nul autre que le dieu Poséidon, réchappe aux géants, survit aux sirènes, devient l'un des seuls hommes à avoir jamais visité les enfers, séduit une déesse, devient prisonnier d'une nymphe, se voit offrir l'immortalité, et libéré par le concours d'Athéna et de Zeus. Évite encore la mort grâce à la bonté d'une déesse, rentre enfin chez lui grâce à l'hospitalité d'un roi et le concours de tout un peuple. Mais il ne rentre enfin chez lui que pour voir son royaume assiégé, son fils menacé, sa femme éprouvée par les fameux prétendants. Ces jeunes nobles des îles alentours qui, pensant Ulysse mort, prétendent à la main de Pénélope afin de prendre le trône d'Ithaque. Bien qu'elle les repousse par de nombreuses ruses, la fidèle et patiente Pénélope, la meilleure d'entre toutes les femmes, est de plus en plus acculée, et son fils Télémaque vient tout juste de réchapper à une tentative d'assassinat des prétendants. C'est dans ce contexte d'urgence qu'Ulysse arrive à Ithaque. À 1 contre 100, il faudra à l'homme aux 1000 tours utiliser toute sa métisse, son intelligence rusée, pour mettre en place un plan méticuleux afin de reprendre le royaume. Avec le concours d'Athéna, qui le transforme en vieil homme d'un coup de baguette magique, le roi se fait mendiant. Se faufilant anonyme dans la demeure royale, il éprouve la bonté et la fidélité de ses servants, se révèle à son fils, admire sa femme, observe ses ennemis, subissant insultes, coups et humiliations. Jusqu'à ce que la déesse Casquée inspire une nouvelle ruse à la reine, un concours de force et d'adresse. Celui qui parviendra à bander le vieil arc d'Ulysse et à traverser d'une flèche plusieurs cibles sera digne d'épouser la reine. Alors, plein de vigueur et d'arrogance, les prétendants insolents s'y essayent un à un, et tous échouent. Alors, dans une moquerie généralisée, les prétendants laissent le mendiant s'y essayer. Tel Excalibur répondant au roi Arthur, Ulysse parvient à bander l'arc, réussit l'épreuve d'adresse, mais ne s'arrête pas en si bon chemin. Il se retourne vers les prétendants et fait pleuvoir les traits sur eux. Puis, saisissant sa lance, avec son fils et ses fidèles, mais aussi flanqué de la déesse de la guerre à ses côtés, une mêlée épique s'engage au terme de laquelle
La justice divine s'abat, la légitimité est restaurée. Ainsi se termine le plus beau des récits. Le plus beau parce qu'il propose une morale, une ancienne sagesse qui résonne encore aujourd'hui. Tout au long du récit, la bonté, l'équité, la justice, l'hospitalité sont loués. Les rois sont admirés tout autant pour ses qualités que pour leur valeur au combat. Le message de l'Odyssée, le message d'Ulysse, du grand guerrier, de l'inégalable voyageur, l'homme rusé et d'une simplicité toute déroutante. Prenant le texte à l'appui, roi Lakinos, le plus illustre de tout le peuple, il est doux d'écouter un aide tel que celui-ci, semblable au dieu par la voix. Et les tables sont chargées de pain et de chair, et les chansons, puisant le vin dans le cratère, en remplissent les coupes et le distribuent. Il m'est très doux dans l'âme de voir tout cela. Cette citation, qui peut paraître anodine, contient pourtant un message fort. Contrairement à Achille ou Agamemnon, le but d'Ulysse n'est pas la gloire, ni d'étendre son domaine, mais seulement d'être parmi les siens, sa famille, ses sujets, attablés, se rassasiant de bonne chair et de vin, après avoir sacrifié leur part aux dieux olympiens. Écoutant le barde conter les exploits nationaux, en partageant ces moments de convivialité qui font le sel de la vie, de gouverner son peuple comme un bon père de famille, avec équité, bonté, simplicité. Pour aller plus loin, pensons à 2 épisodes de l'Odyssée. Lorsqu'Ulysse se retrouve dans les enfers et il découvre Achille, il lui dit « Ô Achille, fils de Pélée, vivant, nous, Achéens, nous t'honorions comme un dieu, et maintenant, tu commandes à tous les morts. » Ce à quoi Achille répond « Ne me parle point de la mort, Odysseus. J'aimerais mieux être un laboureur et servir pour un salaire un homme pauvre et pouvant à peine se nourrir que de commander à tous les morts qui ne sont plus. » Voilà que celui qui avait choisi une vie courte et glorieuse, plutôt qu'une vie longue mais sans renommée, regrette son choix. Une véritable claque, surtout quand on a lu l'Iliade. Et pour continuer sur cette idée, lorsqu'il est prisonnier de Calypso, cette dernière étant amoureuse de lui, Ulysse se voit proposer l'immortalité. À lui qui a vu à quel point l'enfer est terne et à quel point la vie est précieuse, il refuse. Il refuse de vivre une vie délocalisée, loin des siens, anonyme, sur une île avec une femme qui n'est pas la sienne. Il doit rentrer dans son royaume, retrouver les siens, rester qui il est. Le but d'Ulysse, du meilleur d'entre tous les hommes donc, est une vie belle, juste et bonne, une vie en harmonie avec l'ordre naturel, une vie dénuée d'hubris. Le péché capital des Grecs, cet excès d'orgueil qui pousse les hommes à la démesure, à l'arrogance, à l'impiété, à ne plus savoir quelle est sa place dans le monde, et qui expose, toujours dans la mythologie grecque, à une punition divine. Et c'est exactement ce que représentent ces prétendants, qui ne connaissent pas leur place, qui se pensent l'égal d'Ulysse, pour reprendre les mots de Ménélas, voilà que des lâches veulent coucher dans le lit d'un brave, qui pillent les ressources du domaine royal, qui occupent une terre qui n'est pas la leur, et qui inévitablement vont expier aux mains d'hommes valeureux et légitimes, justes, dont l'intelligence, la tactique et le courage prévaudront. Il sera, je crois, facile pour vos éditeurs de faire l'analogie entre l'occupation d'Ithaque par ces hommes moindres et les maux que nous traversons aujourd'hui. C'est pour cela que je les invite à parcourir les pages de ce chef-d'œuvre pour retrouver un peu d'espérance et d'inspiration, afin que nous aussi, nous soyons loués par les futures générations. Effectivement, c'est inspirant. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette chronique, déjà pour nous rappeler un peu cette magnifique épopée de l'Odyssée. Et puis nous rappeler en quoi ça doit être inspirant et que c'est toujours bon de se replonger dans ses racines. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise. Je rappelle la page pour les auditeurs Memoria Europae, qui traite une page Instagram qui traite de l'histoire européenne de l'Antiquité à nos jours en format court. Bon courage et à très bientôt, Jérémy. Merci, Liselat. L'addition. Et pour l'addition, donc, nous retrouvons aujourd'hui Samuel Lafont. Bonjour Samuel Lafont. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bon, je vous laisse vous présenter rapidement parce que vous avez eu des changements récemment, donc comme ça les auditeurs resitueront, mais vous êtes donc militant, porte-parole Reconquête. Alors, je suis porte-parole de Reconquête. Je m'occupe du numérique et des levées de fonds en général, et beaucoup de communication, c'est ce qui m'intéresse le plus pour avoir des résultats politiques. Et en plus de ça, j'ai monté un média qui s'appelle Damoclès, et j'ai déjà été invité plusieurs fois chez Radio Courtoisie pour Damoclès, pour parler de nos mobilisations, de nos actions pour les Français. Voilà, donc vous, ce qui vous intéresse, ce sont les résultats et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Vous mettez en place en ce moment une grande campagne d'action très concrète. Exactement. En fait, c'est une stratégie politique qui est fondée sur ce qu'on a créé depuis des années chez Reconquête. Je m'explique. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un maximum de résultats pour les Français au plus vite. Évidemment, quand vous êtes un parti politique, vous espérez prendre le pouvoir en gagnant les élections. C'est la base. Mais avant les élections, entre les élections, est-ce que vous pouvez gagner pour les Français concrètement ? La réponse est oui. Je vais vous donner quelques exemples. Depuis début janvier, on a lancé en même temps plusieurs mobilisations en France. Dans le 95, donc dans le Val d'Oise, à Baillet en France, il y avait une menace qui pesait sur les habitants. C'était l'installation d'un centre de clandestins, d'immigrés clandestins, qui, comme d'habitude, sont présentés comme des mineurs non accompagnés. On connaît
on connaît l'expression. L'astuce, oui. Voilà, parenthèse, hein, on commence pour parler d'immigrés clandestins, on nous a parlé ensuite de clandestins, puis de migrants, puis de mineurs isolés, puis de mineurs non accompagnés, puis juste avec le sigle MNA, pour avoir un sigle administratif. On sait très bien ce qu'il en est, des immigrés clandestins qui devaient être installés sans concertation, et les élus locaux l'ont appris fin décembre. Ce qui s'est passé, c'est que dans le 95, on a un maire, le maire de Chaumontel, qui s'appelle Sylvain Saragossa. On a également un conseiller municipal, Philippe Chanzy, dans une des communes directement concernées. Ils se sont battus tout de suite en alertant la population. Donc je ne vais pas rentrer dans les processus techniques, mais on a mis en place une méthode qui fonctionne. C'est-à-dire, dès le début, dès qu'on voit l'information, elle est remontée par les fédérations, on crée une pétition locale, on crée un tract, on va tracter, on informe la presse, systématiquement, on interpelle les élus, et en fait, on a une méthode qu'on duplique partout. On l'a fait donc. Et on a eu une victoire dans le 95, puisqu'on a gagné. Grâce à la mobilisation et locale et nationale, nous avons gagné. Il n'y aura pas ce centre de migrants. Il sera peut-être déplacé. En tout cas, il ne sera pas à l'endroit où il devait être installé. Et évidemment, on reste sur le qui-vive, puisqu'on ne veut pas du tout de ce centre de clandestins. Il n'est pas question qu'il ne soit pas juste à Baillé. On ne veut pas qu'il y ait ce centre de clandestins. Dans le 78, dans les Yvelines, à Chappé, il y a en ce moment, donc pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans la zone, qui soient bien concernés par le sujet, qui soient bien informés sur ce sujet, on a lancé une pétition, on va faire un tractage. Ils ont déjà commencé même à Chappé et autour. Pareillement, l'idée, c'est d'installer par l'État, par les immigrationnistes, un centre de clandestins. À Paris, de mobilisation au gymnase de Monterland. Vous avez peut-être entendu parler, dans le 6e arrondissement de Paris, des lycéens ont été virés, expulsés du gymnase en plein cours pour installer des immigrés. Voilà, tout simplement, ça paraît lunaire, mais c'est là où on en est aujourd'hui en France. Et on a réagi évidemment tout de suite. On est allé le jour même sur place. Des médias ont relayé notre mobilisation. On a tracté une première fois. On y retourne prochainement. Et ça intéresse la presse nationale, mais au-delà. À Paris Centre, ce qui a vraiment le plus choqué, c'est à la Gaîté Lyrique, la salle de spectacle. Donc à Réaumur-Sébastopol, en plein centre de Paris. Vous allez me dire, c'est plutôt une zone bobo qui est pas trop, qui d'habitude soutient l'immigration. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Nous, quand on a vu le sujet, moi je me suis rendu sur place, on avait une galette pour Reconquête de Paris Centre, et on me dit, il y a un centre de clandestins à côté. Il y a à peu près 10 jours. Quand j'arrive sur place, je vois la situation le soir, à l'aller et au retour, et j'imagine que les riverains ne sortent plus. C'est le bazar complet tout autour de la salle de spectacle. C'est-à-dire vous avez les auditeurs en se gros, figurent vous la avez chose. des immigrés clandestins partout, et vous avez très facilement, on a diffusé plusieurs vidéos, mais des clandestins qui le matin se battent dans le square qui est juste en face de la salle. Donc vous avez une quinzaine de personnes qui se battent à 9h, 10h du matin, et on voit au loin sur des vidéos qui ont été filmées une famille avec des enfants qui partent. Voilà, vous imaginez, vous êtes avec vos enfants qui ont, je sais pas, vos enfants sur la vidéo peut-être 4-5 ans, et qui, voilà, il est 9h du matin, vous avez des immigrés clandestins qui se battent, peut-être qu'ils vont s'entretuer, et donc qui font vivre, qui pourrissent le quartier. Évidemment, les commerces ne sont plus aussi attractifs. On m'a dit, moi, très simplement, aidez-nous. Sinon, on va mettre la clé sur la porte. Ouais. Aidez-nous, sinon on va mettre la clé sur la porte. Et donc, on a lancé une mobilisation. Je vous parlais des médias nationaux. La Gaîté Lyrique, c'est tellement choquant qu'il y a des articles dans le New York Times qui parlent de la situation à Paris. Parce qu'il faut voir de l'étranger, il faut qu'on comprenne bien. Nous, malheureusement, Français, on s'est habitués à la lâcheté politique et à cette immigration massive et à l'installation d'immigrés clandestins, en plus d'immigrés légaux dans notre pays. Mais à l'étranger, quand on dit qu'il y a des immigrés clandestins qui squattent une salle de spectacle en plein cœur de Paris, je peux vous dire que ça choque. Donc nous, on est mobilisés fortement, on va continuer la mobilisation, on voit que ça dérange, puisque l'extrême gauche, depuis qu'on a lancé notre mobilisation, c'est l'extrême gauche qui aide ces immigrés clandestins, agit, dit qu'en gros, on est une menace pour leur squat, et effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le squat cesse, puisque le squat ne dérange pas seulement la salle de spectacle. Parce que j'ai entendu dire que la salle de spectacle, elle est plutôt dans une logique immigrationniste, avec des gens qui sont dans cette obédience-là. Oui, parce qu'initialement, c'est la salle de spectacle qui organisait des représentations pour justement ces clandestins qui s'y sont sentis tellement bien qu'ils ont décidé de plus partir. Donc d'un côté, ça fait sourire effectivement, mais bon, c'était la suite de votre phrase. J'imagine qu'il y en a quand même d'autres qui paient les pots cassés. Ah, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire effectivement, ça fait sourire parce que là, ils subissent ça. Les salariés de la salle de spectacle, il y a 60 salariés qui, évidemment, ont leur emploi qui est menacé, puisqu'il faut bien comprendre que depuis le 10 décembre, ça a été relancé en janvier, cette affaire, mais depuis le 10 décembre, tous les spectacles sont annulés ou repoussés.
Donc en fait, il n'y a plus d'entrée et donc les salariés peuvent être mis au chômage. Mais ça concerne tout le quartier. Et ce qu'il faut bien comprendre, moi j'en parle, et je le dis ici pour tous les patriotes, tous les Français de droite, le sujet c'est pas seulement la salle de spectacle, ça peut faire rire d'abord, mais ça va pourrir tout un quartier. Et une fois que les commerces seront morts autour, on va pas rétablir la situation du jour au lendemain. Et puis simplement pour les riverains au quotidien, moi je ne souhaite pas qu'il y ait des agressions, je ne souhaite pas que les gens aient à subir ça, et tout simplement, revenons à la base, ces immigrés clandestins n'ont rien à faire en France, et on doit systématiquement montrer aux immigrationnistes qu'on ne va pas les laisser s'installer sans rien dire. Et il a suffi qu'on soit quelques-uns pour tracter et qu'on lance cette mobilisation, qu'on interpelle les médias, qu'on interpelle les responsables politiques actuellement en poste pour que les squatteurs se sentent menacés dans leur tranquillité. Et ils ont raison, nous on ne le laissera pas faire, on fera tout pour que le squat soit évacué au plus vite. Quand vous parlez de la gaieté lyrique, c'est vrai que il faut penser à tous ces commerçants qui sont mis en difficulté, etc. Mais on a quand même en tête les chiffres des résultats électoraux à Paris, qui votent quand même largement pour la majorité présidentielle, voire carrément à gauche. Et on dit souvent, oui, mais en fait, c'est une fois qu'ils ont au pied de chez eux les problèmes qu'ils importent partout ailleurs, qu'ils finissent par changer d'avis sur la politique, notamment vis-à-vis de l'immigration. Est-ce que vous, quand vous organisez ces tractages, vous avez la sensation que les riverains commence à évoluer donc sur cette question de l'immigration, Samuel Lachaud? Oui, complètement, parce que vous voyez, ça correspond tout à fait à notre stratégie actuelle de mobilisation locale, et je parlerai d'autres thèmes que l'immigration après. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être d'accord avec tout le monde, avec les riverains sur tous les sujets, mais sur un objectif concret, vous pouvez être d'accord. Et notre stratégie, elle est fondée là-dessus. C'est-à-dire qu'on va dans une zone, on a par exemple à Saint-Nazaire l'insécurité qui monte, on a à Toulouse, il y a un conservatoire qui risque de fermer, vous avez la statue de Jeanne d'Arc à Nice, vous avez des sujets sur lesquels on peut se rassembler, et en fait les riverains, les habitants, je comprends qu'on puisse se dire mais eux, regardez, ils méritent bien parce qu'ils ont mal voté, etc. Mais non seulement c'est des sujets nationaux, mais l'immigration massive c'est national, c'est pas juste local, mais en plus de ça, sur quelques sujets, on peut gagner ensemble, et ces gens-là, ils peuvent évoluer aussi. Parce que je peux vous garantir que tous les gens qu'on aura aidés vont pas forcément voter pour nous ensuite. Mais ça fait réfléchir, et la plupart des gens ne sont pas ingrats. Ça, il faut bien avoir conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on va aider à un endroit, par exemple à la Gaîté Lyrique, nous on sera connus, puisque évidemment on se prépare aussi pour les municipales. C'est lié, j'en parlerai. Mais on sera connus pour nos actions à Paris, là, dans le 16e, au gymnase Monterland. On sera connus Reconquête également au niveau de la Gaîté Lyrique, dans tout Paris-Centre, et dans tous les endroits où on est en train de se mobiliser. Dans la Marne également. Moi, je reçois tous les jours des nouveaux messages de personnes qui veulent se mobiliser et qui veulent lancer des actions locales avec la même méthode de stratégie, méthode d'action commune, pour faire en sorte d'aider les Français là où ils sont. Et en fait, il faut se dire, plutôt que la logique d'un groupe qui voudrait imposer sa ligne politique à un endroit tout de suite, indépendamment des riverains, au contraire, on est au service des habitants, avec eux, on crée une pétition sur un site où n'importe qui peut signer, et les tracts sont les tracts que nous produisons et que nous diffusons sont dans la logique suivante: tous les habitants sont concernés par ce sujet, ils n'ont pas été il n'y a pas eu de concertation, on leur a pas demandé leur avis, vous êtes contre, simplement dites-le. Et ce qui est pratique, c'est que même si pour l'instant on n'est pas au pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas la présidence de la République, on n'est pas l'Assemblée nationale, on n'a pas le pouvoir, la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien on peut se faire entendre au quotidien pour éviter d'avoir des désagréments. Et en plus de ça, on montre une logique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser faire partout. Et honnêtement, quand on voit le résultat dans le 95, dans le Val d'Oise, où on a empêché cette installation de clandestins, en très peu de temps, on a gagné. Mais pourquoi est-ce qu'on a gagné rapidement ? C'est parce que les habitants étaient tous contre, très majoritairement, et parce que les immigrationnistes n'ont pas l'habitude d'avoir une opposition. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Évidemment, on a l'impression qu'ils nous roulent dessus systématiquement, qu'il y a un rouleau compresseur immigrationniste, mais ces gens-là sont extrêmement minoritaires en France, extrêmement minoritaires. Ils ont des leviers de pouvoir, mais ils sont très minoritaires. Donc quand la population se mobilise, eh bien nécessairement, vous avez des conséquences positives rapidement. Ouais, c'est un appel à vous mobiliser, chers auditeurs. Si vous entendez parler d'un projet d'installation de centres d'accueil donc pour ces migrants, ou même, j'imagine qu'on peut élargir à d'autres thématiques. On a reçu récemment donc un patriote de Tours qui s'est mobilisé, lui, parce que il va y avoir l'installation, la mise en place d'une aire de luxe pour des gens du voyage, mais véritablement avec la fibre, etc. Alors qu'il
qu'il y a certains habitants dans cette zone-là, donc dans la banlieue de Tours. Il nous expliquait des habitants qui ont retapé une vieille maison qui n'ont toujours pas accès à l'eau courante. Donc on imagine que c'est le genre de sujet sur lequel, chers auditeurs, vous pouvez vous mobiliser aussi. Et dans ces cas-là, faites remonter l'info. C'est assez encourageant de voir que les initiatives locales peuvent porter du fruit. Comme vous dites, souvent on se sent assez démunis. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir aussi que vous portez, Samuel Lafont. Totalement. Moi, je dis aux Français que malheureusement, nous vivons la situation actuelle qui empire depuis des années. C'est terrible, j'aurais préféré, je pense que vous aussi, chers auditeurs, vivre dans une France paisible, tranquille, où on peut avoir de l'espoir pour nos enfants. Malheureusement, vous savez bien ce qu'il en est. On est dans un pays qui s'appauvrit, avec une insécurité qui explose et avec un rouleau compresseur immigrationniste qui est de pire en pire. Mais n'oubliez jamais, moi je le disais après le résultat de Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard a été battu, et assez largement. Hein. Il fait 38%, l'ensemble de la droite, quoi qu'on pense des listes en présence, fait 61%. Donc il est loin d'avoir gagné son pari, Louis Boyard, qui est un jeune membre de LFI, qui a perdu au municipal partiel. On en a parlé avec Yvon Rioufol, ouais. Eh bien, j'ai envie de dire aux Français, vous êtes majoritaire, vraiment. Le système actuel, alors ça c'est un combat personnel, mais le système actuel aux législatives, le mode de scrutin, transforme la majorité en minorité. C'est pour ça que les gens se sont sentis volés, notamment aux législatives en 2024. Ils voient les voix des patriotes, 11 millions de voix au premier tour, et ils se disent, mais finalement, ce sont des partis minoritaires qui dominent l'Assemblée. Et c'est vrai, et honnêtement, dans aucun autre pays européen, à part l'Angleterre, qui a un système qui est assez baroque, vous avez ce genre de cas. Puisque, et je peux vous citer d'autres pays, où la population est majoritairement contre l'immigration, il y en a assez de l'insécurité, où le changement a été rapide. Mais nous, le changement n'a pas été rapide parce qu'on a un système qui est bloqué depuis des années. Vous regardez l'Autriche, où la droite et le parti patriote sont en train de se mettre ensemble nécessairement pour gouverner, alors qu'on a quelques semaines seulement. On disait que c'était impossible. Regardez l'Allemagne. Il y a quelques années, il était inimaginable que la CDU puisse voter, donc la droite allemande, puisse voter avec l'AfD. Là, ils votent un texte ensemble sur l'immigration. Et ils vont peut-être gouverner ensemble. Regardez la Finlande. Regardez ce qui se passe en Suède. Regardez ce qui se passe en Italie. Dans tous les pays où, en fait, il est possible de faire émerger une concurrence électorale aux partis en place, eh bien, au bout d'un moment, les partis patriotes augmentent. Et quand bien même ils ne sont pas encore majoritaires, c'est ça le problème du système français actuel, quand bien même ils n'ont pas la majorité absolue, ils ont une influence importante. Ça a été le cas, il y a les Pays-Bas également, c'était le cas au Danemark. Danemark, il y a des années, le mouvement patriote montait jusqu'à 20%. 20%, pas 50%, 20%. Et c'est à ce moment-là que la gauche, là-bas, c'est la gauche qui dirige au Danemark, a changé complètement de braquet sur l'immigration, changé de point de vue et changé de braquet, parce qu'elle s'est mise dans une position anti-immigration, et après, elle a continué à avoir le pouvoir, mais je vous dirais, je préférais que ce soit les patriotes soient au pouvoir au Danemark, pour les Danois. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette immigration massive au Danemark, parce qu'ils ont forcé le pouvoir en place à prendre des décisions. Et ça, c'est possible partout où vous arrivez à émerger. Donc, malheureusement, pour l'instant, on n'est pas au pouvoir, notamment à cause du mode de scrutin, qui, honnêtement, je peux en parler longtemps, mais qui est loin d'être, qui n'est pas du tout partagé dans le monde et qui en plus est très néfaste pour nous depuis des décennies, pas seulement des années, depuis des décennies, pour les patriotes français c'est néfaste, mais en plus de ça, on peut gagner au quotidien. Donc vraiment, dès que vous avez, comme vous l'appeliez vous-même de votre souhait Liselotte, dès que vous avez autour de chez vous un souci, je vous dis pas qu'on peut gagner à chaque fois, mais on peut gagner très souvent, on peut gagner bien plus souvent que ce qu'on imagine, et simplement, c'est souvent l'inertie, le manque d'action, le blabla qui remplace l'action, qui empêche de gagner. Si on se met très concrètement en mouvement, vous parlez d'action concrète, on fait une pétition, on écrit un tract, on diffuse le tract, 5 000, 10 000 tracts, on interpelle les élus, le préfet, donc tous les élus, les maires, au niveau du département, on écrit aussi au ministre de l'Intérieur s'il faut, quand c'est un sujet qui concerne le ministre de l'Intérieur, eh bien, nécessairement, vous allez maintenir cette agitation, ce bruit, cette action, et vous allez avoir des résultats. Et puis, quand bien même ça échouerait, eh bien, bon, vous mettrez quand même tous ces élus face à leurs responsabilités, et ensuite, vous pourrez les accuser de ne pas avoir écouté la fameuse voix du peuple, celle à laquelle ils tiennent tant dans leur démocratie sacrée, qui n'en porte plus que le nom. Samuel Lafont, vous avez donc cette logique de reconquête par le territoire, et donc vous l'avez rapidement évoqué, on imagine que les municipales vont être une pierre angulaire de votre stratégie prochainement. Alors c'est un sujet extrêmement important, puisque tout le monde parle de la présidentielle en France, qu'on est
obsédé par cette élection, elle est fondamentale, évidemment. Et nous, on sera présents avec Reconquête à la présidentielle de 2027. Mais avant ça, il y a les municipales. Et on voit en miroir que l'extrême gauche, qui est minoritaire, je vous parlais de la défaite cinglante de Louis Boyard, l'extrême gauche est en train de se mobiliser dans les municipalités, un peu partout, pour essayer justement de gagner des mairies. Et à partir de ces mairies, avoir des voix, parce que c'est plus facile pour se mobiliser ensuite, lors de la présidentielle. Donc il est extrêmement important, ne serait-ce que pour un enjeu national, de se mobiliser. Mais évidemment, en plus pour un enjeu local, où vous avez des maires, on voit des maires écolos aujourd'hui, on en a vu à Bordeaux, on en a vu à Strasbourg, qui peuvent en quelques années détruire une ville, avec leur idéologie néfaste, à ne pas s'occuper du tout, notamment de l'insécurité, parce que pour eux, ça n'existe pas, on ne doit pas en parler. Et donc on arrive à avoir des villes qui étaient très bien, ou qui étaient en plutôt bon état, être détériorées extrêmement rapidement par des maires qui sont complètement idéologues. Donc il est important pour nous de se mobiliser. Évidemment, les actions locales nous aideront à nous préparer pour les municipales, nous faire connaître les candidats, faire connaître les responsables, apprendre de bonnes habitudes avec la presse, se faire connaître les journalistes de la PQR, être connu des habitants, des associations de quartier. Tout ce qu'on fait en ce moment, ça nous aide à ça. Et de toute manière, on est préparé et on se prépare tous les jours pour être présent au municipal 2026. Et en plus de ça, j'ai envie de vous parler d'un sujet national. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les ZFE, les zones à faible émission, qui empêchent un Français sur deux d'aller dans de grands nombres d'agglomérations, qui est un projet délirant. On avait été parmi les premiers à lancer une mobilisation fin 2022, quand le sujet a vraiment émergé. Là, on a relancé la mobilisation. On va avoir une campagne nationale de tracts, de banderoles, de présence, donc dans tous les départements, pour dire non. Et encore une fois, c'est un sujet qui semble nous tomber dessus sans qu'on puisse rien faire. Mais je vais vous dire tout simplement, les Français sont très largement opposés aux ZFE. C'est encore une chimère bureaucratique qui, en plus, peut s'écrouler. J'ai envie de vous dire que c'est un géant au pied d'argile. Ça peut vraiment s'écrouler sur soi-même. Il n'y a aucune raison de maintenir ça. Ça va encore coûter énormément d'argent pour essayer à mettre en place pour en fait raqueter des Français qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule ou qui ne veulent pas changer de véhicule. Et donc là, on est fortement opposé aux ZFE et on va se servir de toutes les fédérations de reconquête pour se mobiliser très concrètement pour mettre fin à ces ZFE. Il y a déjà des municipalités qui avaient reculé quand il y a eu les premières mobilisations. Là, on veut faire reculer partout et avoir une victoire majeure contre les ZFE pour les Français qui sont pris à la gorge. Mais j'ai envie de vous dire, je le rappelle souvent sur des plateaux à Paris, vous avez malheureusement dans le petit monde parisien des gens qui ne sont pas dans le besoin, voilà, et qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas que de nombreux Français sont de plus en plus appauvris, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont dans la même situation que lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, voire pire, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre dignement du fruit de leur travail. Et ces Français qui s'appauvrissent, eh bien, on les entend très peu et ils sont peu considérés vu de Paris. Et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux dans cette situation-là. Donc il faut agir pour eux systématiquement. Et moi, ça fait partie de mes combats. Bah écoutez, merci. Je vous remercie doublement puisque moi, je suis concernée par ces soucis de ZFE, chers auditeurs. Je cherche actuellement une voiture. Voilà. Samuel Lafont, est-ce que vous croyez, vous aussi encore, il nous reste 2 minutes, est-ce que vous croyez quand même encore à l'arrivée au pouvoir en haut de la pyramide? Parce que là, vous nous parlez de ce travail de base qui peut changer les choses, mais est-ce qu'en haut de la pyramide, vous pensez qu'un jour, les idées patriotes et identitaires pourront triompher? Parlons concrètement, évidemment, j'évoque les présidentielles. J'y crois fondamentalement, parce que sinon, ce que je dis souvent aux personnes qui militent, si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien de militer. Voilà. Il faut bien qu'on ne milite pas juste pour dire moi j'ai agi, j'ai pas rien fait. Ce qu'on veut, c'est gagner. Et c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on sait qu'on agit pour la France, comment est-ce qu'on prend le pouvoir en gagnant les élections? Eh bien, on met tout en œuvre pour gagner les élections. Je vous parlais du problème du mode de scrutin, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, tout est parié sur la présidentielle. Évidemment, dans la 5e République, le rôle du président est fondamental, mais à l'Assemblée nationale, c'est un scandale que les Français qui sont majoritaires se retrouvent en minorité avec, je vous le rappelle quand même, Mélenchon et ses LFistes qui font un bruit énorme à l'Assemblée, alors que le poids réel de Mélenchon dans le pays, c'est 6%. Ouais. C'est 6%, 7-6%. Mélenchon, il faut bien comprendre une chose, à la présidentielle 2022, 66% de son score, donc les 2/3 de son score, c'est du vote dit utile. C'est-à-dire ce sont des gens plutôt de gauche qui ont voté pour lui pour essayer d'avoir, comme ils disent, un candidat de gauche au second tour. Mais Mélenchon, c'est 6-7%. Il a emprisonné, grâce au mode de scrutin actuel aux législatives, il a emprisonné le PS, il a emprisonné le PCF qui essaie aujourd'hui de se débattre autant que faire se peut pour en sortir de cette alliance. Alors, ils sont responsables de cette alliance. Évidemment, je ne suis pas en train de les excuser. Ils sont responsables de l'alliance NUPES, ils sont responsables de l'alliance NFP. Mais eux, ils veulent en sortir. Et des Français de gauche, même immigrationnistes, il y en a, ils sont
plutôt tendance PS que LFI. Sauf qu'on entend énormément Mélenchon parce qu'il nous a fait sa campagne présidentielle, parce qu'il nous a imposé le élisez-moi Premier ministre, et il paraît plus gros que ce qu'il n'est véritablement. C'est une grenouille qui se prend pour un bœuf, et grâce au mode de scrutin actuel. Donc nous, on est prêts pour les prochaines campagnes. J'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus et j'ai envie de rassurer nos auditeurs, chez les jeunes Français, il y a de plus en plus de patriotes. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Les Français voient, comme les autres pays européens voient, comme les Américains ont vu, ils comprennent ce qui se passe, les gens sont de bon sens, ils défendent les mêmes idées que nous, on va créer une large majorité. Je souhaite évidemment qu'on gagne la prochaine élection présidentielle, je souhaite qu'on gagne les législatives, et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi, c'est que souvent les gens qui sont en face de vous disent de toute manière c'est perdu d'avance, on mettra des années à rétablir la situation. C'est faux. Je ne vais pas encore citer le cas de Trump parce qu'il a été cité maintes fois, mais on peut changer les choses extrêmement rapidement. Il y a des pays qui étaient, je pense notamment à des pays d'Asie comme la Corée, qui étaient quasiment rien et qui sont levés en quelques années. Le Japon également après la Seconde Guerre mondiale. On peut tout changer très rapidement, et qui est dans une situation largement pire que nous. On peut rétablir la situation rapidement et on doit le faire pour nous, pour nos enfants, pour qu'ils puissent vivre en sécurité et vivre dans l'espoir. On va finir sur ces mots, Samuel Lafont. Merci en tout cas de vous engager sur le terrain. Rapidement, comment pourraient vous contacter les auditeurs qui auraient certains projets donc, de centres d'accueil pour mineurs isolés, entre gros guillemets. Voilà, comment est-ce qu'ils pourraient vous faire remonter l'info ? Ils peuvent nous écrire sur tous les réseaux sociaux, facilement, au compte Reconquête, et sinon à contact@parti-reconquête.fr. Ils peuvent nous envoyer un mail. Mais sur tous les réseaux, on regarde et on sera attentif à ça. Et on a des fédérations locales aussi. Donc s'ils connaissent le responsable local, ils peuvent écrire. On a des sites de fédération, ils peuvent le contacter. Et derrière, l'information, elle remonte dans la journée et on peut agir parfois même le soir même. Voilà, merci beaucoup Samuel Lafont pour ce message. Merci pour votre travail. On vous souhaite bon courage. La tâche est ardue, mais comme vous dites, il ne faut jamais désespérer. À très bientôt. Merci, à bientôt.